Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Nicolas Sarkozy qui se trouve désormais en détention ici à la prison de la Santé. Moi, on se pose pas la question de savoir ce que je fais. Des menaces pèsent sur l'ancien président de la République. Appelez-moi Nicolas. Il est accompagné par 2 officiers de sécurité qui ont dormi cette nuit dans la cellule voisine. Un bras d'honneur, c'est un crachat qui est fait au personnel pénitentiaire. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison. La France est toujours dans un triste état, c'est le titre de l'émission, mais on aimerait bien un jour vous annoncer une amélioration. Ça viendra certainement un peu comme les nouvelles de la météo. La France se couche-t-elle devant l'Algérie? Paris a-t-il peur d'Alger dans la façon de reconsidérer le fameux traité de 1968 qui est à revoir? Nous allons en discuter avec Charles Roldwell, député Ensemble pour la République des Yvelines et co-auteur d'un rapport sur le coût des accords de 1968. Et c'est pas piqué des hannetons, et on va voir avec lui si on peut trouver une solution politique. Je pense qu'il y en a. Il faut juste un peu de courage. On verra ça. On verra ça avec lui. Le garde des Sceaux s'est illustré avec 2 propositions un peu contradictoires. Il considère que si les détenus étrangers et les détenus avec problèmes psychiatriques rejoignaient chacun leur cellule à l'étranger et les endroits où on peut les soigner, eh bien 50% des places de prison seraient libérées, ce qui serait très bien pour la qualité de vie de nos prisonniers. Et puis il constate qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'activités économiques en France qui ne peuvent être assumées que par des immigrés, par des étrangers que les Français ne veulent plus faire. Donc on essaiera de décrypter un petit peu tout ça. On ne lâchera rien avec une fleuriste de Rungis qui vend de la menthe poivrée. Nous saurons ensuite si grand débat qui nous empêche de dormir. Est-ce que le Mont Saint-Michel se trouve en Bretagne ou en Normandie? J'adore ces thèmes qui sont très récurrents et avec lesquels l'histoire de France continuera à vivre parce qu'il y a toujours des réponses différentes. Alors, justement, vous entendiez la voix tout à l'heure de Nicolas Sarkozy. La présence de ces 2 officiers de sécurité dans une cellule contiguë pose un problème au personnel pénitentiaire. Oui, à quoi servent-ils? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas une confusion des genres entre autorité judiciaire et pouvoir exécutif? Et on en discutera avec Wilfried Fonck, qui est secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP-UNSA. Et puis, nous recevrons une personnalité politique française dont l'expérience est immense et la capacité à décrypter les sujets les plus compliqués est avérée. C'est Pierre Lelouch, ancien ministre, ancien député de Paris, grand spécialiste des questions étrangères, des relations internationales, et nous verrons avec lui pourquoi la France n'est plus non seulement la grande puissance qu'elle a été reconnue, mais pourquoi elle a du mal à retrouver sa place, son rang, tel que le général de Gaulle l'avait obtenu dans le monde. Voilà pour le menu du jour. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Eh bien, nous apprenons hier que les 2 jeunes Tunisiens de 19 ans, Brahim et Ismaël, qui avaient tronçonné l'arbre planté en 2011 à la mémoire d'Ilan Halimi, ils l'ont tronçonné en août dernier et ont été condamnés chacun, alors un à 8 mois de prison ferme et l'autre à 8 mois de prison avec sursis, le parquet ayant demandé entre 15 et 20 mois de détention. Alors le tribunal a considéré qu'il y avait bien destruction de biens d'autrui, ce pourquoi ils ont été condamnés, mais il n'a pas retenu le qualificatif de crime racial parce que les 2 jeunes, dont un ne s'exprime à peine en français et l'autre pas du tout, ont expliqué que quelqu'un leur a prêté une tronçonneuse pour vérifier si elle marchait bien, un jardinier, et qu'ils ont essayé la tronçonneuse sur cet arbre-là. Ils savaient pas du tout que c'était lié à Ilan Halimi, et donc voilà, donc ils savaient pas, donc c'est pour ça qu'ils n'ont été condamnés qu'à 8 mois de prison avec sursis. Il n'y a pas de qualificatif de crime antisémite, même s'il y avait une petite plaque et je crois une étoile de David. Rappelons qu'en 2019, on a déjà sectionné 2 arbres à la mémoire d'Ilan Halimi. Donc, comme disait le poème de Aragon, La Rose et le Réséda, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Il y avait celui qui maniait la tronçonneuse, celui qui la maniait pas, parce que il y avait juste une photo sur un des portables des deux jeunes. Il y a une photo où ils sont là en train assez fièrement de présenter leur trophée, tronçonneuse à la main comme un chasseur tiendrait son fusil de chasse avec l'arbre sectionné. Bon, écoutez, la justice française, elle est ce qu'elle est. On ne commande pas la chose jugée. Quelquefois, on envoie des ex-présidents de la République dans des conditions de détention
un petit peu suspecte, un peu étonnante. Et puis par contre là on considère qu'il n'y a pas eu de crime racial quand on sectionne l'arbre à la mémoire d'Ilan Halimi, dont je rappelle qu'il a été victime d'une barbarie monstrueuse par le gang des barbares Youssef Fofana. Les médecins qui ont vu son corps, il est mort, il agonisait, on parlait médicalement d'une plaie vivante. Avec la petite Lola dont on parlait l'autre jour, c'est un des épisodes les plus barbares, les plus tragiques, les plus ignobles auxquels l'actualité française était confrontée. Bon ben, si on tronçonne l'arbre à sa mémoire, après tout, tronçonnons. Faut-il abroger l'accord franco-algérien de 68? C'est la question de ce début d'émission. On en parle dans un instant. Vous pouvez y répondre au 0826 300 300. À tout de suite. Dans tous ces États, le fait du jour. Faut-il abroger l'accord franco-algérien de 68? C'est en tout cas ce que souhaitent les députés du Rassemblement national, entre autres, qui déposeront le 30 octobre prochain une résolution dénonçant cet accord. Pourquoi? Eh bien parce que, outre les mauvaises relations entre ces deux pays, symbolisées entre autres par l'incarcération sans fin de Boualem Sansal, cet accord nous coûte un pognon de dingue. On en parle aujourd'hui avec le député des Yvelines, Charles Rodwell, co-auteur d'un rapport parlementaire brûlant. Bonjour monsieur le député. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci à vous d'être là, Charles Rodwell, député Ensemble pour la République, Renaissance autrefois. Et voilà. Et je vous ai connu assistant parlementaire de Franck Lester à Coulommiers. Vous me l'avez rappelé en rentrant dans ce studio. C'était il y a 10 ans, Péricolégas. Vous êtes co-auteur d'un rapport. J'allais dire, est-ce que c'est une grenade dégoupillée? Est-ce que c'est une patate chaude à tel point que vous avez eu du mal à le faire, à le présenter, à le faire adopter. Vous l'avez rédigé avec votre collègue Mathieu Lefebvre, député du Val de Marne, du Val de Marne. Et ce rapport met tout simplement le point sur les i des conséquences du traité de 1968. Je rappelle le traité de 1968, signé le 27 décembre 1968 par Abdelaziz Bouteflika, qui à l'époque était ministre des Affaires étrangères du président Boumedienne, et de l'ambassadeur de France à Alger, qui s'appelle Jean Badevant. Voilà, on signe cet accord dans le contexte de 68. Le général de Gaulle est encore au pouvoir. Je pense qu'on veut apaiser les relations avec l'Algérie, qui a eu son indépendance juste 6 ans avant. On comprend le contexte. Vous présentez ce rapport où vous faites le bilan. Aujourd'hui, la situation est très différente du contexte de l'époque. À une époque budgétaire où nous avons besoin de faire des économies substantielles et quelque part de réguler un petit peu les flux migratoires, vous suggérez simplement dans ce rapport, avec certains responsables politiques qui vous soutiennent et vous accompagnent, qu'il faut juste repenser cet accord, l'adapter tout simplement, l'actualiser. Mais y a rien. Et quand vous présentez ce rapport, il est ajourné 3 fois, je crois, repoussé. En fait, on veut pas en parler, circuler, il y a rien à voir. C'est un rapport qui dérange. Alors nous savons bien qu'il y a une situation de tension avec l'Algérie, avec l'affaire Boualem Sansal, mais c'était antérieur, que le président Macron, lui, a eu des attitudes très différentes entre le crime contre l'humanité pour ce qui est de la colonisation et ensuite des tentatives de réconciliation. Bruno Retailleau a été très ferme en disant il faut repenser et l'Algérie doit reprendre ses délinquants en France. On en reparlera tout à l'heure avec la déclaration de Darmanin. Voilà où on en est. Situation très tendue et vous expliquez que cet accord de 1968, il faut le revoir, il faut le repenser parce que les conditions qu'il impose à la France sont inacceptables. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Charles Rodwell, de ce rapport ? Merci de m'inviter aujourd'hui sur ce sujet qui, je crois, est un sujet extrêmement important, en tout cas pour nos deux pays. Est-ce que vous me permettez de commencer cet entretien en ayant une pensée émue pour Christophe Glaise, pour Boualem Sansal ? Bien sûr. Qui sont les 2 personnes qui sont, parmi d'autres, enfermées par le régime algérien en Algérie et à leur famille. L'anniversaire approche et on fera une émission spéciale là-dessus. Je n'en ai aucun doute et vous faites partie de ceux dans ce média qui est Sud Radio qui n'ont jamais lâché ces 2 personnes et c'est aussi la raison pour laquelle je suis à ma modeste échelle très heureux de pouvoir être avec vous aujourd'hui pour parler de ces accords et des conclusions du rapport que nous avons rendu. Je commence par une première chose. Ma conviction, c'est que le président de la République, que le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ont eu raison de pousser les négociations jusqu'au bout pour tenter de les libérer. Qu'auraient dit leurs pourfendeurs si, d'un espèce de coup de menton violent, belliqueux, ils avaient remis en cause ces négociations et condamné de manière encore plus virulente ces 2 prisonniers du régime. Maintenant, moi, ce que je constate... Ça n'aboutit à rien, vous en convenez ? Bien sûr. Moi, ce que je constate, c'est que le régime algérien a refusé de négocier.
Le président Emmanuel Macron a décidé d'abord de dénoncer les accords de 2013, le 6 août dernier. Les accords de 2013, c'est notamment, parmi beaucoup d'autres mesures, des visas diplomatiques, de l'exemption de visa pour des dignitaires du régime algérien. C'est une bonne première étape. Maintenant, le rapport que je rends avec mon collègue Mathieu Lefebvre vise à faire un état des lieux complet des accords de 68. Notre conclusion, elle est simple, elle est limpide. Ces accords sont obsolètes. Ils ont été détournés de leur intention initiale. Il est donc temps de les remettre en cause, de les dénoncer, mais pas à n'importe quel prix. Moi, je vois que le Rassemblement national dépose une proposition de résolution. Nous demandons la résolution également, mais on ne peut pas se contenter de la résolution. Il faut prévoir un cadre juridique alternatif pour les citoyens algériens en France, parce que si on fait juste la dénonciation des accords, on revient à la situation d'avant. Et la situation d'avant les accords, c'était quoi? C'était la libre circulation entre nos deux pays. Je suis pas sûr que la libre circulation entre la France et l'Algérie, c'est ce qu'on veut. En 68, je crois que c'est 35 000 travailleurs algériens par an ont la possibilité de venir en France. Je crois que c'est rectifié en 72 et on tombe à 25 000. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On est sur les chiffres de 72 ou il y a eu une évolution? Et sur les travailleurs algériens, on est toujours sur un chiffre très limité. Mais aujourd'hui, un visa de travail, un visa professionnel, ça ne représente plus que 10% des visas par an accordés à des citoyens algériens vers la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les accords de 68 ont été détournés de leur intention initiale. C'était quoi l'intention initiale? Vous avez mentionné Bouteflika, à l'époque, qui était le ministre de Boumedienne, et le gouvernement de De Gaulle. À l'époque, c'était de limiter l'immigration. On était dans une situation de libre circulation entre nos deux pays, et les deux gouvernements ont dit cette situation n'est plus possible. On va dire de la réguler. Vous voyez, en fait, bien sûr, c'était pour limiter. On va dire de la contingenter, voilà un chiffre précis. On va organiser l'immigration de travail entre nos deux pays, et on va limiter drastiquement l'immigration familiale et l'immigration pour soins. La vérité, c'est que notamment l'immigration familiale, elle est venue après. C'est en 1976, 8 ans après, sous la présidence de Giscard, qu'a été créé le regroupement familial et que l'immigration familiale a été introduite dans les accords de 68. Et ça, on peut le décliner sur tous les autres points. Vous dites, les accords de 1968 étaient faits pour favoriser l'immigration de travail et réduire toutes les autres formes d'immigration. L'interprétation juridique et politique a produit l'effet opposé. Exactement. Et d'ailleurs, moi je veux dire, je suis un bon homme politique, ça serait trop facile de dire que c'est que la justice qui a créé le problème. La vérité, c'est que pendant des décennies, il y a eu des décisions politiques de tous bords qui ont renforcé ce détournement. Je vous ai pris l'exemple, je pense que c'est l'un des exemples les plus clairs de l'immigration familiale. C'est uniquement 8 ans après les accords que l'immigration familiale a été introduite par la présidence de Giscard. Et donc, nous, le constat qu'on fait, c'est que quand on regarde l'intention initiale, les articles de 68 originels, et qu'on regarde la situation aujourd'hui, on constate que ces accords sont détournés. Et je vais vous dire une chose, ils sont détournés pas tant pour les citoyens français, ils sont détournés sur un point, c'est qu'il y a une rupture d'égalité entre les citoyens étrangers présents sur le territoire français. Alors, on y vient. Et moi, ça me pose un vrai problème. J'ai besoin d'un décryptage. En 2023, les demandes algériennes de regroupement familial ont représenté 24,15% du total national. C'est-à-dire 24% des Algériens résidant en France demandent un regroupement familial. C'est ça que ça signifie. Voilà. Donc, non seulement le regroupement familial, votre chiffre est juste, mais en plus, le petit piège dans ces chiffres, c'est que le regroupement familial n'est qu'une partie de l'immigration familiale. Voilà. Parce que vous avez aussi l'immigration familiale par le mariage, où les Algériens sont aussi... J'y viens. Et là, moi, ce que je veux souligner là-dedans, c'est un point important, pardonnez-moi, je vous interromps, mais mon but, il n'est pas de dénoncer les situations personnelles de chaque citoyen algérien. Mon but dans cette affaire, c'est simplement qu'un citoyen algérien soit considéré comme un citoyen étranger comme un autre, du droit commun, et qu'un citoyen binational, franco-algérien, soit considéré comme un citoyen français. Alors, je donne un élément. Je ne comprends pas pourquoi il y a un statut particulier. Je donne un élément de votre rapport et de votre proposition. 1 an de mariage permet à un Algérien d'obtenir un titre de séjour de 10 ans. Il faut 3 ans de mariage pour un autre sortissant étranger pour avoir le même document. Voilà. Il accède par la même au RSA, aux allocations de solidarité aux personnes âgées. Enfin, autrement dit, quand on est un citoyen algérien, on reste un étranger, on a des avantages, des droits et des privilèges qui ne sont pas accordés à d'autres étrangers. Je ne comprends pas comment les partis de gauche ne s'insurgent pas contre cette inégalité. Ah bah moi non plus. Je leur dis tous les jours. Je leur dis 2 choses. Je leur dis 1, vous êtes pour l'égalité. Comment est-ce que vous pouvez continuer à défendre cette situation? Je leur dis une autre chose, c'est que vous êtes contre la colonisation. Heureusement. Mais si vous dénoncez la colonisation, pourquoi vous dénoncez pas cet accord?
Cet accord, c'est le fruit de la décolonisation et donc c'est le fruit de la colonisation. Donc si vous êtes contre la colonisation, je pense qu'on l'est tous, eh ben, il faut être contre ces accords. Moi, c'est ça que je dis à la gauche. C'est presque une colonisation positive. Oui, je vais même vous dire un truc qui est encore plus paradoxal. C'est que vous venez de souligner les avantages qui sont accordés aux Algériens en matière de regroupement familial. On découvre grâce à ce rapport, je vous signale. Écoutez, je vous remercie. Et j'ai l'impression que les responsables politiques l'ont découvert aussi à cette occasion, Charles Rodwell. Si ça a pu permettre d'enrichir le débat, je suis content de l'avoir fait. L'autre situation paradoxale, c'est qu'il y a certains droits auxquels les Algériens n'ont pas le droit. Je vous prends un exemple. En 2016, on a créé un truc super. Pourtant, c'était sous la présidence socialiste. Et moi, je suis pas socialiste pour un sou. Mais je peux vous dire une chose. Le passeport talent. Le passeport talent, ça sert à quoi? C'est un visa qui est dédié à des gens très hautement qualifiés qu'on a besoin de faire venir rapidement sur le territoire français pour répondre à des besoins de certains de nos laboratoires, certains de nos entreprises, dans la concurrence internationale qu'on a actuellement avec les États-Unis, avec la Chine, avec les autres. Les Algériens n'ont pas le droit à ce visa. Donc d'un côté, il y a une situation préférentielle sur l'immigration familiale, et de l'autre, ils sont pénalisés sur l'immigration de travail. Donc ils se gardent leur élite. Donc c'est un paradoxe. Ils se gardent leur élite, ceux dont on les félicite, on comprend très bien, et par contre, voilà. Mais c'est une situation paradoxale, et moi, la seule chose que je dis, c'est que puisque ces accords sont détournés de leur situation d'origine, remettons-les en cause, mais, et c'est un mais extrêmement important, il faut le faire à une condition, c'est de prévoir le cadre juridique alternatif. Alors, Charles Rodwell, c'est là une des raisons de votre présence ici. Même Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, reconnaît qu'il s'est heurté à un mur, une espèce de convergence, j'allais dire sournoise et invisible, où il y avait un blocage au sommet de l'État. Circuler, il n'y a rien à voir. Dites-moi sincèrement. Ouais. À quoi vous pensez? Ça gêne quoi? Ça gêne qui? Quelle est la réalité de la réticence de l'exécutif à mener à terme cette réforme du statut de 68? Ça gêne qui? Pour répondre à votre question, il faut revenir... N'ayez pas peur de répondre. En venant chez PPS, c'est un sujet. C'est un sujet qui a l'air tellement tendu, tellement dangereux. Enfin, vraiment, c'est la grenade découpillée. Décrypter la réalité des enjeux qui sont sous cet accord de 68. Moi, je vous donne mon opinion personnelle, elle vaut ce qu'elle vaut. Le président de la République qui est élu en 2017. Il dit aux Algériens, ces accords ne nous conviennent plus, et ils vous conviennent plus à vous aussi. Je rappelle quand même que l'Algérie dénonce une bonne partie des accords. En plus. Le paradoxe absolu. En plus. Donc il leur dit, voilà, mettons-nous autour de la table, négocions pour le réviser. Vous n'êtes pas d'accord, moi non plus, mettons-nous autour de la table. Donc, et d'ailleurs, Jean Olbard le dit, il y a des groupes de travail qui existent là-dessus pour réviser ensemble. Ce qui a fait la différence, c'est l'enfermement de Christophe Glaise et de Boualem Sansal. Et moi, je redis ma position. Ça plaît peut-être pas à une partie de vos éditeurs, et je les comprends, mais je préfère leur dire la vérité de ce que je pense plutôt que de leur raconter ce que je pense pas. Je pense qu'ils ont eu raison de mener les négociations jusqu'au bout, pour assurer leur libération. Aujourd'hui, faut tout essayer, à condition d'avoir des résultats. Mais ce que je veux dire, puisque le régime algérien refuse de négocier, on a dénoncé les accords de 2013. Pardon, mais c'est déjà une grosse étape. Deuxième chose, maintenant, il est temps de dénoncer les accords de 68. Très concrètement, qu'est-ce qu'un ministre de l'Intérieur ou un gouvernement courageux, ce que Bruno Retailleau a essayé de faire, peut faire comme signe de fermeté et de résolution pour dire au gouvernement algérien, maintenant, la peur va changer de camp. C'est nous qui fixons les règles. Nous sommes victimes de ce système. On va imposer une règle égalitaire qui va rendre tout le monde satisfait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement? Moi, je vais pas donner de leçons au ministre de l'Intérieur. Il a probablement plein d'infos que moi j'ai pas sur la coopération sécuritaire. Moi, je vous dis ce que je pense moi. Il a du mal à les lâcher quand on lui pose la question. Gabriel Attal et d'autres. Nous pensons qu'il est temps de dénoncer ces accords. Pardon, j'ai l'impression de me répéter, mais je peux vous donner plein d'exemples sur la retraite des Algériens qui ont travaillé à la fois en Algérie et en France. Bien sûr. Je peux vous donner le sujet de l'impossibilité de retirer le titre de séjour à un Algérien. Allez, voilà, vous expliquez que dans le rapport, et honnêtement, impossible de retirer. La seule chose sur laquelle j'insiste à votre micro, c'est qu'on ne peut pas se contenter de dénoncer les accords. Pourquoi? Parce que si on dénonce les accords, il y a un risque de revenir à la situation d'avant. Et la situation d'avant, c'est la libre circulation de l'Algérie vers la France. Et la libre circulation, ça veut dire quoi? Ça veut dire le déferlement migratoire sur la France. C'est la raison pour laquelle, et je renvoie à chaque auditeur, et je serais très heureux que vous m'interpelliez sur mes réseaux sociaux, lisez ce rapport, dites-moi ce que vous en pensez, parce qu'on essaie de prévoir le cadre alternatif. J'ai hâte d'avoir votre avis. Je l'ai lu, on sort estomaqué. Charles Rodin, nous avons Frédéric, un auditeur qui nous appelle de Paris. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour. On vous écoute avec Charles Rodwell. Ces accords avec l'Algérie de 68, c'est quelque chose qui vous titille ou non?
Oui, complètement, parce que moi je considère que l'Algérie est indépendante depuis 1962. Elle doit être traitée au même titre que tous les autres pays, qu'ils soient d'Afrique noire, d'Afrique du Nord ou d'ailleurs, hein, le même régime pour tout le monde. D'ailleurs, j'ai cru comprendre en m'intéressant à ces accords de 68 que ça permettait aussi surtout le maintien sur place et la libre circulation des pieds noirs, et ce qui n'a pas été le cas. Et donc la réciprocité ne s'est pas faite. La réciprocité s'est pas faite. Oui, c'est dur à dire, réciprocité. Non, mais voilà, on a compris. Voilà, donc effectivement, j'ai lu le document, ça coûte très cher, ils en abusent. C'est un de leurs abus, parce qu'il y en a d'autres aussi, hein, notamment sur les visas étudiants. Donc je crois qu'il est nécessaire que de revenir sur ces accords, de les abroger purement et simplement, et de faire rentrer l'Algérie dans le droit commun de l'immigration, et ça me paraît urgent de faire. Merci Frédéric. Charles Rodwell. Je pense que la remarque et l'intervention de Frédéric se caractérisent par un mot, c'est le bon sens. Moi, je suis né en 1996. Donc moi, la période de colonisation et la période de décolonisation, je ne l'ai pas connue. Et donc, moi, si vous voulez ressasser en permanence cette période qui a été extrêmement douloureuse pour notre pays, je ne vois pas ce que ça fait avancer aujourd'hui dans nos relations. Moi, je considère que l'Algérie devrait être considérée comme un grand peuple, comme un grand pays, mais comme un pays, comme un autre. Moi, je pense qu'on devrait avoir une relation normalisée, dépassionnée. Ça implique une chose, ça implique qu'un citoyen algérien rentre dans le droit commun, comme n'importe quel citoyen étranger hors Europe, avec ni plus ni moins de droits. Et ça veut dire aussi, et c'est le gros problème de ces accords-là aussi, c'est qu'un citoyen franco-algérien binational devrait être considéré comme un citoyen français comme un autre. Liberté, égalité, fraternité, y compris pour les Algériens, exactement. Mais à tous les sens du terme. Et donc, moi je refuse qu'une partie de nos concitoyens français soit instrumentalisée et stigmatisée par ces accords. Et donc, la seule chose que je dis, et c'est vraiment un point important, c'est que oui, il faut dénoncer ces accords, mais on ne peut pas se contenter de les dénoncer. Il faut prévoir le cadre alternatif, ce que malheureusement ne fait pas le Rassemblement national, et c'est ce que nous proposons dans notre rapport, parce que sinon, nous aurons un déferlement migratoire. Et je peux vous dire, s'il y a bien une chose que je veux pas, c'est bien ça. Message reçu, Charles Rodwell, merci d'être venu. Merci à vous. Et je pense que nous aurons l'occasion de vous revoir pour suivre l'évolution de ce rapport. Merci à vous. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Gérald Darmanin veut lutter contre l'immigration, mais pas trop. Il était l'invité de CNews hier. Je vous laisse écouter ces deux déclarations. D'abord sur le taux d'étrangers dans les prisons, puis sur le rôle essentiel, disons, de l'immigration en France au quotidien. Écoutez. 25% des gens qui sont en prison aujourd'hui, ils sont atteints de maladies psychiatriques. Et par ailleurs, 25% des gens qui sont en prison aujourd'hui sont étrangers. Alors déjà, si les gens qui étaient malades psychiatriques allaient dans les hôpitaux psychiatriques, et si les étrangers allaient dans leur pays, on libérerait 50 places, à peu près 50% de places de prison. Donc il faut juste changer totalement notre modèle de justice, en soutenant les magistrats qui font un métier difficile, mais en sifflant une fin de récréation, parce que la délinquance, elle pourrit la vie des Français. L'immigration en soi, il en faut dans un pays, heureusement qu'il en faut en France. Qui ramasserait les pommes, qui ramasserait les légumes dans le Vaucluse, qui construirait les bâtiments et qui fait le ménage ? Tout cela est frappé au coin du bon sens, ma chère Maud. Alors d'abord le constat, on sait toujours qu'on a des difficultés à, j'allais dire, quantifier le nombre d'étrangers en prison. Éric Zemmour s'est un peu aventuré sur ce terrain, ça lui a valu quelques problèmes. Là, c'est le garde des Sceaux qui dit 25% des détenus français aujourd'hui, la population carcérale française est d'origine étrangère, et puis il y en a 25% qui sont atteints, j'allais dire, de problèmes psychiatriques. Donc ces 25%, soit 50, ne devraient pas se trouver là. Les malades devraient être soignés dans des hôpitaux spécialisés pour leur pathologie, et quant aux étrangers, on devrait trouver, peut-être pas pour la totalité des cas, mais en tout cas, voilà, la possibilité qu'ils aillent faire leur peine, accomplir leur peine chez eux. Et c'est bien ce que voulait Bruno Retailleau avec l'Algérie. Est-ce que vous pourriez récupérer vos délinquants? L'Algérie ne veut pas. 50% des places libérées en France, c'est une révolution pour la situation pénitentiaire. On en parlera tout à l'heure avec Wilfried Fonck qui vient pour un autre sujet, mais enfin voilà, ça serait quand même une grande solution, puisqu'on n'a pas construit les places de prison nécessaires. On parle bien de la condition d'incarcération, on pense d'abord aux détenus. Est-ce que voilà, donc 50% en moins, ça serait une vraie solution. Et puis constat aussi frappé au coin du bon sens, je ne pense pas que Gérald Darmanin se réjouisse de cette immigration inévitable ou incontournable. Il existe aujourd'hui en France des activités économiques
économique dont la fonction n'est assurée que par des gens qui viennent en dehors de la France. C'est un constat économique, c'est un constat social. Ce n'est pas la faute des étrangers, c'est la faute d'une société française qui a dévalorisé le sens du travail, qui considère qu'il y a des activités qui sont pas dignes pour les Français, qui a mis en place un système social de protection sociale qui fait c'est pas la peine d'aller vendanger ou d'aller faire des travaux considérés comme subalternes, puisque à quelques dizaines d'euros près, je peux rester à la maison tranquillement sans avoir à travailler. Et effectivement, ces postes-là, on pense très souvent, bien sûr, aux héros qui ramassent nos ordures ménagères, qui sont essentiels. Eh bien, ces postes-là sont heureusement fournis par des immigrés, alors qu'on a quand même beaucoup de chômeurs en France. Donc là, il y a une dichotomie, une anomalie, un illogisme sur lequel Gérald Darmanin met le doigt. Il a quand même fait partie d'un gouvernement et on sait qu'il a essayé lui aussi, Bruno Retailleau. Est-ce qu'enfin la République, et Charles Rodrell nous expliquait la même chose, est-ce qu'enfin la République va avoir le courage de prendre les mesures nécessaires, de prendre le taureau par les cornes et de prendre des décisions politiques qui vont changer la donne, parce que si on ne change pas cette donne, on va dans le mur à la vitesse grand V. Merci à Gérald Darmanin d'avoir signalé sur CNews ces deux éléments qui sont très précis, mais qui témoignent bien du malaise et j'allais dire de l'absurdité à laquelle est confrontée la société française avec des anomalies de ce genre. Alors j'ai une observation et une question à vous faire, Perico. La première observation, c'est d'abord, je voudrais saluer aussi les Français dont on ne parle pas dans ces métiers compliqués et qui assument certaines fonctions. Quand on parle des éboueurs, on a tendance à dire qu'il n'y a que des étrangers qui font ce métier, les ramasseurs de pommes ou les femmes de ménage dont parle Gérald Darmanin. On salue aussi les Français qui assument ces métiers. Bien sûr. Et une question, bien sûr, Perico, j'en connais. Bien sûr, on en connaît tous. Et une question, Perico, à l'heure où le système carcéral est saturé, effectivement, et on en parlera tout à l'heure avec Wilfried Fonck, est-ce que vous trouvez normal, par exemple, que Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, soit incarcéré, que on parlera des policiers plus tard parce que c'est pas le sujet, mais à l'heure où justement, en fait, il y a plus de place, quoi. Est-ce que c'est vraiment normal de mettre un président de la République, un ancien président de la République en prison, alors que des délinquants sont dehors parce qu'on n'a précisément pas de place en prison? Enfin voilà, il y a quand même une incohérence. Je voudrais vous entendre là-dessus. Ma chère Maud, on va s'en tenir au cadre juridique que fixe la loi de la République. La justice a considéré, on va utiliser des termes officiels, la justice a considéré que le temps de la cour d'appel, Nicolas Sarkozy devait subir une privation de liberté. Alors la privation de liberté, il peut être assigné à résidence comme l'a été son copain Patrick Balkany. On peut l'installer quelque part, mais je veux dire, il y a 1000 possibilités pour isoler Nicolas Sarkozy, à savoir ensuite, est-ce qu'il est justifié aujourd'hui que Nicolas Sarkozy, c'est une affaire qui monte à 25 ans, doit être incarcéré. En tout cas, on va accepter le concept de privation de liberté. Je suis bien d'accord. Les images que nous avons vues, d'abord de son incarcération, cette manifestation quand même, quasiment une manifestation politique pour accompagner Nicolas Sarkozy vers la santé. Et ensuite, les images qu'on a eues de ces détenus qui le menacent et qui l'insultent, ça crée quand même un malaise. Ça veut dire que aujourd'hui, l'exécutif et le gouvernement n'ont pas mis en place, ils avaient le temps de le prévoir, n'ont pas mis en place les conditions d'incarcération d'un ancien président de la République, j'allais dire conformément à des principes qui seraient respectueux de la personne humaine. Voilà. Donc, privation de liberté, on n'intervient pas, c'est la justice qui a décidé, mais qu'elle soit dans des conditions conformes aux valeurs de la République, ça serait tout à fait souhaitable. Sud Radio, la France dans tous ses états, ne lâchons rien. En partenariat avec les chambres de commerce et d'industrie, les réussites du quotidien. Allez, on ne lâche rien avec Florence Benayoun, fleuriste chez Menthe Poivrée à Rungis. Bonjour Florence. Bonjour Florence Benayoun. Alors la menthe poivrée, moi j'en utilise de temps en temps, c'est formidable. Je pensais pas qu'on pouvait avoir une spécialité dans la menthe poivrée à Rungis. Non, c'est juste c'est un nom un peu atypique qui nous a plu quand on a monté notre affaire avec mon collaborateur. On voulait sortir pas que ça, évidemment. Exactement. Comment ça se passe à Rungis? Parce que Rungis, pour nous, c'est le marché des aliments, le poisson, la viande, les légumes. C'est le plus gros marché d'Europe. Oui. Et je crois que c'est le premier port de pêche quasiment d'Europe ou de France. Et pourtant, il y a le marché de la fleur, très important. Exactement. Alors moi, je précise, en fait, moi, je suis pas sur le mine, je suis pas sur le marché de Rungis. Je suis dans Rungis-Ville, donc moi je suis pas du tout grossiste. Je suis vraiment un bonjour la confusion, je me disais, parce que vous savez qu'il y a des postes fleuristes très importants. Vous êtes dans la commune de Rungis. Voilà, nous on est dans Rungis-Ville, sur la petite place. D'accord, donc vous êtes une fleuriste de proximité, vous n'êtes pas une grossiste. Exactement, on est fleuriste traditionnelle.
Alors, du coup, est-ce que vous fournissez à Rungis? Absolument. Aux mines. Absolument, mine de Rungis, quasiment tous les jours et encore ce matin. De la fleur française ou pas toujours? Au maximum de la fleur française, c'est pas évident, mais dès qu'on le peut, on le met en avant. Dites-moi davantage, quelles sont les fleurs de nos beaux terroirs, de nos beaux paysages de France que l'on peut trouver chez vous, et quels sont ceux dont vous allez me dire, là, j'ai pas le choix, je suis obligé d'aller me fournir à l'étranger. Ça me passionne comme sujet. Alors là, en ce moment, chrysanthème français. Dans la fleur coupée, on a du tout ça vernis, approche pour les tombes. Du dianthus. Oui, voilà. Donc tous les chrysanthèmes, c'est du français. On met en avant les produits français. La bruyère aussi, qu'on arrive à avoir française. Ça vient d'où précisément? Alors il y a la région Nantes. Vous avez en Île-de-France aussi. Et quand j'étais jeune, tout ce qui va être fleur coupée, c'est plutôt dans la région du Var. Bien sûr. Alors quand j'étais jeune, j'allais me promener avec mes grands-parents dans l'arrière-pays niçois. Il y avait des producteurs d'œillets partout. Ça continue aussi un petit peu l'œillet français. Toujours de l'œillet. Ouais. Bon. Alors France et Italie. Ouais. Les Italiens ont. Et la tulipe, vous allez me dire, la tulipe, c'est la Hollande, c'est les Pays-Bas, c'est ça. Il y a des fleurs qui ne viennent aujourd'hui que de l'étranger. Il y a la tulipe, c'est exclusivement hollandais. Il y a de la tulipe française. Elle est très belle, mais elle reste encore assez chère. Donc, elle est vraiment réservée à une clientèle de connaisseurs. Et mon fleuriste qui est en Indre-et-Loire. C'est un produit exceptionnel. Et mon fleuriste qui est en Indre-et-Loire me dit qu'il y a des roses qui viennent quelquefois de très, très loin. Alors, la rose, elle peut venir d'Équateur, elle peut venir du Kenya. Alors, nous, on ne travaille pas la rose du Kenya. Parfois, on travaille l'Équateur parce que c'est quand même une rose qui a une qualité assez exceptionnelle. Sinon, de la rose de Hollande, forcément. Bon, donc en tout cas, Florence Benayoun, on ne lâche rien. Vous êtes une commerçante de proximité, vous avez une boutique à Rungis et vous vendez entre autres de la fleur française, de la fleur qui sent bon, de la fleur qui est belle. Et à une époque, on a un petit peu le blues, le moral en berne. C'est bien d'avoir un joli bouquet de fleurs françaises, voilà, dans son salon, dans sa cuisine, dans sa chambre. Toujours plaisir, voilà. Et à toutes les occasions de la vie. On sait qu'on peut aller à la Menthe Poivrée à Rungis pour offrir de merveilleux bouquets. Chers époux qui écoutez Sud Radio, offrez un bouquet d'amande poivrée, si vous habitez Rungis, à votre épouse. Merci Florence Benayoun. La garde rapprochée de Nicolas Sarkozy indigne les agents pénitentiaires. 2 policiers qui se relaient bien sûr chaque jour dorment à la prison de la Santé pour assurer la sécurité de l'ancien président de la République. Est-ce que ça vous indigne vous aussi? 0826 300 300, on en parle tout de suite avec notre invité. Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, incarcéré depuis mardi matin, n'a pas fini de faire parler de lui et c'est la présence permanente de 2 officiers de sécurité dans la cellule voisine qui fait scandale. Une mesure exceptionnelle liée à son statut et aux menaces qui pèsent sur lui, justifie Laurent Nunez. Une humiliation sans précédent pour tout le corps pénitentiaire, dénonce le syndicat pénitentiaire UFA-PUNSA, dont nous recevons le secrétaire national Wilfried Franck. Bonjour. Bonjour Wilfried Franck, donc vous êtes secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFA-PUNSA. Vous êtes vous-même en activité dans une maison d'arrêt ou une centrale? Je ne suis plus en activité puisque je suis en décharge d'activité pour raisons syndicales, mais oui, j'ai exercé dans des établissements bien surpeuplés aussi, notamment la maison d'arrêt de l'Os, donc il y a de ça quelques années. Donc vous connaissez bien le terrain et vous connaissez bien la réalité que vit le personnel pénitentiaire. Exactement. Qui sont des héros trop oubliés par la République. C'est des héros du quotidien dont on ne parle jamais, parce qu'ils sont derrière des murs des prisons, mais ils font un boulot extraordinaire et ils maintiennent à la fois la sécurité, mais aussi permettent de la tranquillité de nos concitoyens. On dit les enseignants sont mal payés, pas considérés, les infirmières, certains policiers et le personnel pénitentiaire. Lui aussi est mal payé. Pas un boulot marrant, il en faut. Moi, je suis admiratif parce qu'on vit en prison aussi. Faut dire ce qui est. On est à l'intérieur des murs. Voilà. Et là, que dalle. Voire éventuellement un peu d'animosité parce qu'être gardien de prison, c'est considéré comme une fonction, j'allais dire un petit peu agressive par une certaine catégorie de citoyens. Heureusement qu'ils sont là pour assumer cette fonction qui fait partie de la République, très important. Ou même pire parfois par des hommes politiques, voire par des représentants syndicaux eux-mêmes qui n'hésitent pas à employer des termes très péjoratifs. Et maintenant, on va les attaquer chez eux à titre privé. Donc, on va venir au dossier du jour. L'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, est incarcéré à la prison de la Santé à Paris. Mise en scène de l'incarcération, polémique autour juridique et politique autour de l'incarcération, manifestation. Enfin, on a vu, on aurait dit que c'était quasiment un événement ou sportif ou culturel, quoi. C'était hallucinant. Il arrive et là, deuxième surprise, on apprend qu'à l'intérieur de la
prison de la Santé, dont on peut considérer que c'est une prison très bien gardée, tenue par du personnel professionnel très compétent, avec toutes les garanties, eh bien, il a à côté de lui ces 2 officiers de sécurité qui vont loger dans la cellule contiguë, la cellule voisine, pour protéger le président de la République. Mais moi, je suis gastronome, ça me ferait l'effet d'un restaurateur chez qui je dirais je vais venir faire la cuisine, vous poussez, je viens avec mes casseroles et mes ingrédients, et puis j'ai pas besoin de vous, c'est moi qui vais faire la cuisine dans votre restaurant. C'est hallucinant comme situation. Comment on a pu en arriver là ? Alors comment on a pu en arriver là ? A priori, le ministère de l'Intérieur, qui n'a pas la responsabilité de la gestion des prisons, je le rappelle. Il a demandé la permission, paraît-il, à la chancellerie. La procédure aurait été respectée. Pourquoi pas ? Mais j'ai envie de dire, c'est le ministère de la Justice qui a la responsabilité des établissements pénitentiaires depuis le début du XXe siècle. Oui. Et les surveillants pénitentiaires en particulier, eux, ont la charge effectivement de la sécurité de ces établissements. En principe. Donc, quand on apprend, nous, via la presse d'ailleurs, que l'ancien président Nicolas Sarkozy vient être incarcéré avec la compagnie de ces 2 gardes du corps armés, parce qu'ils ont aussi leurs armes sur eux. Nous, on s'interroge finalement sur le message qu'on envoie à la fois à l'opinion publique concernant les personnels pénitentiaires et en même temps le mépris qu'on peut avoir de la part des personnes qui nous dirigent quotidiennement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un directeur de l'administration pénitentiaire, un ministre de l'Intérieur, un ministre de la Justice qui finalement trouve normal que la police soit présente. Wilfried Fonck, je vous fais bien préciser, parce que ce que vous venez de dire pose le problème. Ils sont armés. Alors on s'est dit, attendez, ils sont armés, ils ont 2 flingues avec eux. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aurait un commando extérieur de militants sarkozystes qui viendraient délivrer le président de la République, ou ils sont armés parce qu'on pourrait considérer à un moment que le personnel pénitentiaire n'est pas fiable et qu'il pourrait y avoir des éléments suspects qui porteraient atteinte à la sécurité de l'ancien président de la République. Mais je me pose la question à un moment donné. Nous aussi, finalement, on se la pose, parce que quand on voit, au-delà du mépris et de l'humiliation de tout un corps de métier, quelque part la question de la confiance envers les personnels pénitentiaires se pose. Aujourd'hui, on nous dit via le ministère de l'Intérieur que l'UCLAT a évalué la menace en compagnie de l'administration pénitentiaire. Si aujourd'hui, effectivement, il y a des menaces réelles qui pèsent sur le Nicolas Sarkozy, il faudrait peut-être aussi partager l'information, parce que moi j'ai mes collègues à l'intérieur de la prison de la Santé. Donc ça veut dire que eux aussi, quelque part, sont en danger. Et on a vu en mai 2024 à Incarville l'absence de partage d'informations, le prix que ça coûte. Tout à fait. Et on n'a pas envie de revivre ça. Donc aujourd'hui, on le dit, on le répète, la sécurité des établissements pénitentiaires, la sécurité du détenu Nicolas Sarkozy, elle doit être assurée exclusivement par les personnels pénitentiaires qui, eux, connaissent le milieu, connaissent le fonctionnement, ont les moyens d'assurer sa sécurité, et on n'a pas besoin finalement de la présence des gardes du corps. J'y viens, Wilfried Fonck. Vous considérez qu'aujourd'hui, à la prison de la Santé, les moyens nécessaires à la protection de l'ancien président de la République sont réunis. Alors ça peut. Vous êtes syndicaliste, vous savez bien que vous êtes en permanence en train de rappeler qu'on manque de moyens, que les conditions d'incarcération ne sont pas toujours les meilleures, que les fonctionnaires de pénitentiaires font, j'allais dire, le sacrifice d'eux-mêmes pour avoir des conditions de travail honnêtes. Il y a une amélioration possible en prison, mais pour Sarkozy, vous estimez que là, le nécessaire est en place. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est incarcéré à l'intérieur du quartier d'isolement. Dans le mot, je pense que le mot isolement est très clair pour tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un détenu isolé. Soyez précis, c'est-à-dire qu'il y a des parois entre le reste de la prison. Il est dans une partie de la prison qu'on appelle le quartier d'isolement, qui est isolé du reste de la détention. Donc, les détenus qui y sont placés, que ce soit lui ou un autre d'ailleurs, n'ont de contact avec aucun autre détenu. Les seuls contacts qu'ils peuvent avoir, on va dire en termes d'interrelation, ce sont avec les personnels pénitentiaires, à l'exclusivité. C'est-à-dire que quand un détenu sort du quartier d'isolement pour aller de sa cellule, par exemple, à l'infirmerie ou au parloir, il ne croisera jamais il ne croisera personne, puisque de toute façon, la détention s'arrête, on ferme toutes les portes, on enferme tous les détenus et il ne voit personne. Je vous fais un scénario catastrophe. Imaginez que des détenus arrivent à s'extraire de leur cellule. Pour autant, ils ne pourront pas accéder à la cellule de Nicolas Sarkozy. Non, parce qu'en fait, il y a tout un système aussi de sécurité au niveau des bâtiments, avec des portes palières, des portes intermédiaires, etc., etc. Donc aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, oui, il est en sécurité à l'intérieur du quartier d'isolement. Et si effectivement des menaces spécifiques pèsent, on est, nous, dans la demande d'en connaître, parce qu'on ne voudrait pas non plus que nos collègues, eux, soient mis en danger aussi. Comment se fait-il que la direction de l'administration pénitentiaire, il y a une direction qui dépend du ministère de la Justice, il y a un garde des Sceaux.
comment se fait-il qu'ils aient accepté, j'allais dire comme une procédure normale, le fait que 2 officiers de sécurité viennent s'installer à côté de la cellule du président de la République? On n'a pas eu la moindre... Alors, il y a peut-être eu des remontrances ou des observations intérieures dont on n'a pas su. Est-ce qu'il y a eu de la part, à votre avis, à votre connaissance de l'administration pénitentiaire, une observation au ministère de l'Intérieur en disant « Non, merci, vous êtes très gentil, merci infiniment, c'est très sympathique, on n'a pas besoin ». Donc les policiers gardent les policiers à l'extérieur, et puis nous, on a de quoi garder l'ancien président de la République. Alors nous, on n'a pas eu connaissance de tout ça. C'est-à-dire que, grosso modo, on a découvert... Si tant est qu'il y a eu, je vous pose la question, est-ce que vous savez s'il y a eu quelque chose? Est-ce que M. Darmanin a dit à M. Nunez, ouais, t'es sympa, mais enfin non, ça va très bien, mes équipes feront le boulot, ils font le job. A priori non, puisque bon, les gardes du corps de Nicolas Sarkozy sont toujours présents à l'intérieur de la prison de la Santé. Donc je pense pas qu'il y ait eu ce type d'échange-là. Mais c'est bien, en fait, tout le nœud du problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un garde des Sceaux, on a un directeur de l'administration pénitentiaire qui considère normal que finalement on laisse penser ou on affirme haut et fort que les personnels pénitentiaires sont pas en mesure d'assurer la sécurité de Nicolas Sarkozy, alors que tous les jours ils prennent en charge des détenus terroristes, des détenus appartenant au crime organisé, au narcotrafic, etc. J'en passe et des meilleurs, mais pour le président Sarkozy, non, il faut a priori avoir une prise en charge spécifique. Moi je suis pas d'accord. On a aussi nos équipes propres de sécurité qui sont largement en mesure, parce qu'ils en ont les compétences, de prendre en charge ce type de profil de détenus. Donc je vois vraiment pas pourquoi aujourd'hui on incarcère aussi 2 policiers sans mandat de dépôt, parce que ce sujet aussi se pose quelque part. Où est la légalité, la légitimité de leur présence dans un établissement pénitentiaire? Si demain il venait à leur arriver quelque chose, c'est pas ce que je souhaite, mais il y a des gens qui vont devoir écrire, et puis écrire longuement, je pense. Donc voilà, chacun son métier. Voilà. Ils font quoi, ces 2 officiers de sécurité? Ils sont pas enfermés dans leur cellule, on est d'accord? Non, ils sont dans des cellules en fait adjacentes à celles de Nicolas Sarkozy. Ouvertes, évidemment. Bien sûr. Mais ils servent à quoi concrètement? Écoutez, la question se pose, c'est-à-dire que grosso modo, quand Nicolas Sarkozy doit par exemple partir en promenade ou au parloir, il l'accompagne. Il l'accompagne. Mais pour autant, je rappelle en plus de vos collègues qui sont là. C'est-à-dire que les collègues doivent non seulement encadrer le détenu Nicolas Sarkozy, mais en même temps, ils doivent aussi s'assurer de l'encadrement, finalement, de ces gardes du corps. Vos collègues, le personnel pénitentiaire s'assure aussi de la sécurité des 2 policiers qui sont là pour la sécurité. C'est un tout petit peu on marche sur la tête, en fait. Ouais, c'est vraiment on est dans une situation, c'est un peu comme Astérix dans la maison qui rend fou, quoi. C'est un peu ça, quoi. Vous pensez que c'est une demande de Nicolas Sarkozy ou de son avocat, ou c'est le gouvernement, le ministère de l'Intérieur? Écoutez, nous, on n'a pas connaissance, a priori, des bribes qu'on peut avoir comme ça dans des discussions. C'est un cas inédit d'avoir un ex-président. Il semblerait que ce soit une décision conjointe entre la place Vendôme, la place Beauvaux et a priori, le ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui en a fait la demande. Effectivement, c'est plutôt le ministère de l'Intérieur. Voilà. Donc apparemment, il y a une menace spécifique dont nous on n'a pas forcément connaissance. Mais en tout cas, moi je le dis, je le répète, on est bien capable nous d'assurer sa sécurité et chacun son métier. Ce n'est pas de votre sort, mais vous estimez que cette privation de liberté aurait pu s'appliquer d'autre façon, avec une assignation à résidence, puisqu'il ne faut pas qu'ils sortent et qu'ils voient personne. Il y a d'autres moyens aujourd'hui en France. Après, nous, on n'a pas par habitude à commenter les décisions de justice. Nous, notre rôle, c'est d'exécuter les décisions de justice. Donc aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est incarcéré. À la charge à nous d'assumer sa prise en charge et sa sécurité, et à personne d'autre. Et j'ai pas non plus envie quelque part que mes propos soient mal interprétés par les policières et les policiers de France qui font un boulot extraordinaire au quotidien. Mais chacun son métier. Moi, je vais pas sur la voie publique pour assurer la sécurité publique. C'est pas mon job. Moi, mon job, c'est la sécurité derrière les murs des prisons. Il y a une solidarité entre le personnel pénitentiaire et les policiers. Vous faites le même boulot, c'est de garder la République et de la protéger contre les gens qui... Solidarité, c'est peut-être un bien grand mot. Je dis sur le fond. Mais sur le fond, oui. Après, la sécurité, il faut éviter les querelles de clocher et le corporatisme que certains d'ailleurs entretiennent à foison en fonction de leurs déclarations ou de leurs communiqués, mais ça n'a aucun intérêt. Et quelque part, j'ai envie de dire, on est dans la même galère, quoi. Merci Wilfried Fonck d'avoir témoigné sur la situation actuelle dans la prison de la Santé. Peut-être on aura l'occasion de vous recevoir. Restez bien avec nous, on est ensemble jusqu'à 14h. Dans un petit instant, Pierre Lelouch, ancien secrétaire d'État aux affaires européennes, sera avec nous. La France est-elle en déshérence à l'international? C'est un peu le thème du jour aussi. À tout de suite sur Sud Radio.
bien savoir quelle est encore sa place, quelle est encore sa renommée. Est-ce qu'elle a encore une gloire qui fait qu'elle compte dans les relations internationales? Est-ce qu'elle a encore sa place dans le monde? On va en discuter avec, pour moi, une sommité politique, un observateur hors pair qui est Pierre Lelouch. Je me permets de vous flatter, Pierre Lelouch. Je sais pas que j'ai envie de vous cirer les pompes, mais voilà, avec le recul que vous avez aujourd'hui, je ne veux pas vous vieillir non plus. Voilà, et compte tenu du nombre de sujets sur lesquels vous vous êtes penché, de dossiers auxquels vous avez été confrontés, d'expériences que vous avez vécues, je pense que votre point de vue aujourd'hui, et votre témoignage éclairant les auditeurs de Sud Radio sur ce que nous sommes en train de vivre et ce qui se passe dans ce pays, y compris quelquefois dans les arcanes un peu souterraines de sa vie politique. Je rappelle, c'est important, moi j'aime les origines, j'aime les racines, vous êtes né à Tunis en 1951, vous êtes un enfant de la Tunisie, vous êtes venu en France à l'âge de 5 ans, vous savez ce que signifie un déracinement. Oui, mais bon, les parents étaient français quand même. Bien sûr, mais c'était une période très difficile où il n'y avait pas du tout d'argent pour accueillir tous ces gens qui avaient 2 ou 3 millions. Philippe Séguin et Bertrand Delanoë, comme vous, ont gardé les attaches, et même en tant que citoyen français, ils disaient le fait d'être né en Tunisie, c'est quelque chose de très particulier. Regardez Racine. Vous venez en région parisienne, je peux dire que vous êtes de milieu modeste. Très modeste. Oui. Et vous allez gravir les échelons que la méritocratie républicaine offre à des gens qui veulent s'en sortir et qui aiment leur pays. Voilà, votre patriotisme qui est intégré à votre éducation fait que vous allez gravir ces échelons pour arriver à des postes de responsabilité. Alors j'y viens, ne me coupez pas. Vous avez le professeur d'anglais de la rue Milton. J'adore la rue Milton parce qu'il y a un bistrot formidable qui était là. La rue Milton à l'époque, c'est le 9e arrondissement. C'est là où il y avait aussi le bistrot de mes parents. De vos parents. C'est un quartier populaire à l'époque. Oui, c'est le Paris. À l'époque, oui. À l'époque, c'est le Paris. C'est le Paris profond. C'est le Paris profond. Et là, vous commencez vos études. Alors, je vais sauter des étapes. Vous allez être élu député en 1993 face à Dominique Strauss-Kahn. Oui. Vous battez Strauss-Kahn. C'est vrai que c'était 93, une année où la gauche avait pris un petit coup dans l'aile. Il avait fait 65% à la fois d'avant. 65% à la fois d'avant. Vous faites un seul mandat dans ce département, dans cette circonscription. C'est la 8e du Val d'Oise, je crois. C'est ça. Et vous revenez sur Paris. Dans votre quartier de naissance, voilà. Je me souviens, moi j'habitais rue Laffitte, c'était bien Gabriel Gasperet. Voilà. Vous succédez à Gabriel Gasperet, je voyais les affiches, et vous êtes donc c'est la 4e à l'époque c'était la 4e. Puis après c'est devenu la première. Ça a changé, et voilà, vous êtes donc député de Paris, et puis Nicolas Sarkozy vous appelle en 2009 pour un premier mandat aux affaires européennes, si je me souviens bien. J'ai fait plusieurs jobs pour lui, dont l'Afghanistan. Je parlais vraiment de poste ministériel. Vous êtes secrétaire d'État aux affaires européennes dans Fillon, on dit Fillon 2, et 3e gouvernement Fillon, là vous êtes au commerce extérieur. Et là, c'est là où vous adoptez cette vision globale sur l'État. Je ne vais pas faire l'énumération de votre cursus, de votre parcours dans des instances internationales, des comités de solidarité. Je crois que vous allez vous occuper de solidarité Afghanistan, Pakistan. J'étais le responsable pendant la guerre d'Afghanistan. Il y avait un poste qui était créé, qui était une sorte d'ambassadeur sur la question afghane, l'organisation de nos forces sur le terrain. Président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, on va en parler parce que c'est important, ça vous a donné justement des compétences pour détecter certains phénomènes. Et là, vous êtes président du Haut Comité français. On va juste en dire un mot pour la résilience nationale, l'HCFRN. Qu'est-ce que c'est que le Haut Comité français? C'est malheureusement quelque chose qui n'intéresse personne. D'ailleurs, je viens d'en partir parce que c'est une cause perdue et c'est une cause vitale. C'est la protection des populations, figurez-vous. Résilience nationale, c'est un thème très fort. Oui, c'est quelque chose que, par exemple, les Finlandais... Vous savez que ce qu'on vit en Ukraine aujourd'hui, il y a eu un précédent, ça s'appelait la guerre d'hiver en Finlande, 39-40. Les Finlandais résistaient, comme les Ukrainiens. Contre les Soviétiques. Contre les Soviétiques. Ils ont perdu un bout de territoire à l'arrivée. Ils gagnent au début. Au début, ils foutent une pilée oui, non, mais ils ont résisté vaillamment. Mais surtout, la population était... et l'est encore plus protégés. Les villes, les logements sont prévus avec des abris, comme en Israël d'ailleurs. Les pays qui vivent sous la menace se protègent. Et nous avons fait, mais alors, les Allemands continuent d'ailleurs, mais nous on a une impasse totale sur le sujet qui découle de notre histoire, surtout de l'histoire de la dissuasion nucléaire.
et de ce qu'on a vendu aux Français, à savoir que la dissuasion nucléaire protège de tout et qu'il n'y aura plus jamais de guerre. Donc c'est pas la peine de protéger. Sauf que la guerre d'Ukraine montre exactement le contraire. Comme j'ai démontré dans mon dernier bouquin, malheureusement la dissuasion nucléaire, elle est contournée. Imaginez une guerre au centre de l'Europe avec 4 puissances nucléaires. Les États-Unis, la Russie, la France et l'Angleterre. Et pourtant, la guerre, elle a fait depuis 4 ans 1,5 million de tués et blessés. Vous vous rendez compte? Donc, la guerre, malheureusement, est chez nous. Et on fait totalement l'impasse sur la protection de la population. Vous voulez dire que l'excès de dissuasion nucléaire, la puissance nucléaire, peut faire en sorte que du coup, on ne s'occupe pas du stade d'avant, à savoir de protéger les populations, puisqu'on est blindé, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on a vendu. C'est la dissuasion pure, l'idée que si jamais on ose nous toucher, on leur arrache le bras. Et c'est très, très réconfortable. Si vous voulez, nous avons eu une histoire heurtée. Nous avons été à la fois une énorme puissance exportatrice de puissance sous Napoléon. On a contrôlé tout le continent. Et on s'est arrêté à Moscou avec dans les conditions qu'on sait. Mais après, on a subi l'occupation à 3 reprises. À 3 reprises. Et depuis, on a inventé la bombe atomique et De Gaulle a installé la France sous la protection du parapluie nucléaire. Sauf que ce parapluie, il peut être contourné. Et c'est ce que montre la guerre d'Ukraine. Vous pouvez avoir une guerre conventionnelle de haute intensité en Europe, malgré la présence d'armes nucléaires et de puissance nucléaire tout autour. Donc il faut qu'on fasse un travail sur nous-mêmes de réflexion sur notre politique de défense, mais aussi de protection de la population. Or ça, personne ne veut en parler, et j'étais tellement en colère, d'ailleurs j'ai été voir Gérard Larcher, notamment pour en parler. Président du Sénat. Parce que ça concerne les maires au premier chef. Qu'est-ce qui se passe? En plus, il y a d'autres risques. Maintenant, il y a des risques climatiques. On est en pleine tempête, par exemple. Il faut que les communes aient un système pour se protéger. Il faut qu'on ait un système où, en cas de grande catastrophe climatique ou militaire, ou de pandémie, les gens aient pris l'habitude de se protéger. On en est très très loin. Et c'est une espèce de point blanc dans qu'on ne veut pas regarder en face. Pierre Lelouch, on rentre même dans les grands musées nationaux, on va se servir, on prend des colliers et on repart. C'est un problème de sécurité. Je sais bien, mais est-ce que c'est pas un peu l'image de la France? On rentre comme on veut. On commet le forfait. C'est très grave ce qui se passe. Bien sûr. C'est très grave. Mais nos frontières sont pas protégées. Enfin voilà. Et les gouvernements ne cessent de vous dire, nous avons des carences, nous avons des défaillances, nous avons des lacunes, on va les résorber. Elles s'accumulent les unes après les autres. On a l'impression d'un pays qui va à volo. Vous croyez qui se délite morceau par morceau. J'allais vous dire, c'est sociologique, c'est culturel, c'est strictement politique. Quand un pays qui a été aussi puissant que ça, en arrive à avoir des défaillances, j'allais dire, de pays émergents, à la limite. Et vous avez des services administratifs en France, que ce soit dans la santé, que ce soit dans la police, où on vous dit, il n'y a pas des avocats qui vous disent, nous prêtons des feuilles de papier au greffier. Et là, j'ai un ami artisan dans le Vaucluse qui est allé porter une ramette de papier à la gendarmerie parce qu'ils n'avaient plus de papier pour le photocopier. Enfin, c'est quand même un extrême. Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? Pompidou est mort trop tôt, en 73. C'est ça qui est arrivé. Et depuis, on est parti dans la facilité. De Gaulle avait réussi à reconstruire ce pays, alors que nous avions une situation épouvantable de guerre coloniale finissante, d'attentats, de pauvreté, plus ce dont on parlait tout au début, à savoir la décolonisation, l'arrivée de ces Français qui avaient rien. Enfin, c'est une situation très très difficile. Il a réussi à reconstituer le pays de A jusqu'à Z, créant des institutions, en lançant des programmes technologiques phénoménaux en matière nucléaire, aérospatiale, d'informatique. Il y avait un homme avec un commando de types qui ont reconstruit le pays. Et puis malheureusement, son successeur est mort trop tôt, et après on a basculé dans ce que j'appellerais la facilité. La facilité qui consiste à dire, bon, la solution elle est en Europe, on est trop petit maintenant. Et on a petit à petit abdiqué et orienté l'argent qu'on gagnait dans ce pays. À l'époque, on n'était pas déficitaire. 51 années de déficit budgétaire consécutif. Il n'y a pas un ménage ou une entreprise au monde qui peut se permettre ça. Mais tout cet argent, on l'a mis dans le filet social. C'est-à-dire que toute la partie régalienne du pays,
l'armée, la justice. Une toute petite pause, Pierre Lelouch, et on va poursuivre cette conversation. Je vais vous interpeller avec une phrase historique. Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Pierre Lelouch, homme politique engagé, gaulliste historique, voilà, qui aujourd'hui... Désormais observateur de tout ça. Et observateur, bien sûr, voilà. Pierre Lelouch, je vous relance la phrase que le général Bonaparte lance aux Tuileries, aux représentants de directoire, le jour du coup d'État du 18 Brumaire en 2. Qu'avez-vous fait de cette France que je vous avais laissée si brillante? J'imagine le général de Gaulle sortir, convoquer les 6 présidents de la République, on met Pompidou à part. De Giscard à Macron, en passant par Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande. Qu'avez-vous fait de cette France que je vous avais laissée si brillante? Qu'est-ce qu'il faut lui répondre? D'abord, ils ont fait ensemble le choix de s'en remettre à quelqu'un d'autre pour décider, c'est-à-dire à un machin qui s'appelle l'Europe, qui est devenu... qui en soi n'est pas mauvais au départ, tel qu'on le conçoit en 57. De garder le contrôle. Si c'est une confédération d'États-nations qui partagent ensemble les compétences, c'est une chose. Si c'est la quête permanente par la Commission de pouvoirs fédéraux, en réalité, qui obère les choix nationaux, prenez l'agriculture, c'est une compétence fédérale. Regardez ce que ça donne, par exemple, avec le Mercosur ou la PAC. Le commerce extérieur, regardez ce que ça donne quand Madame van der Leyen va sur le terrain de golf du président Trump en Écosse se soumettre à une véritable extorsion de fonds où les droits de douane américains passent de 3 à 15%. Et encore, c'est une concession qui dit en échange de 0. Donc, quand on accepte ça et qu'aucun chef d'État européen, aucun, dit attendez, c'est quoi, si vous appelez ça un deal, c'est une honte. Donc, pour répondre à votre question, il s'est passé une chose, c'est qu'on a abandonné une grosse part de notre souveraineté à quelque chose qui était censé résoudre les problèmes. On disait à l'époque, c'est pas la peine de dépenser de l'argent dans la défense, on va faire une défense européenne, qui n'existe pas. Mais etc. La politique énergétique, on va abandonner le nucléaire. Pendant 30 ans, on a cassé notre jouet nucléaire, qui était une industrie phénoménale. On n'a plus que rien construit, alors qu'on avait une avance considérable. Équipes. Mais bien entendu. Alors du coup, y compris sur le traitement des déchets d'uranium. Mais on était la première grande puissance nucléaire au monde pendant les années de Gaulle-Pompidou. Les réacteurs ont continué à être construits jusqu'à Mitterrand, puis après on s'est arrêté. Et donc les équipes se sont délitées, et les grands groupes se sont désintéressés de la chose, et aujourd'hui on est en retard sur une industrie clé, et tout ça pourquoi? Pour faire plaisir à la chancelière d'Allemagne. Moi je voulais que je vous raconte une anecdote. Allez-y. Sur ce sujet qui est... Un jour j'accompagne François Fillon, donc j'étais sous-ministre de l'Europe, je crois, on va à une foire... je crois que c'était sous-ministre de l'Europe, secrétaire d'État aux Affaires européennes, comme vous êtes dur. Non, mais je dis pas non, mais en réalité c'est un grade dans les... On est bien d'accord. C'est un poste ministériel avec des grades. Tout à fait. Tout en haut, vous avez le ministre d'État, enfin tout ça. Bon. Vous êtes membre du gouvernement. Bon. Donc j'accompagne le Premier ministre et on a une conversation à 4 avec la chancelière, mon homologue, et on parle de quoi? Elle dit, il y a eu l'accident de Fukushima il y a 10 jours. Hier, j'ai perdu des élections locales. François, lundi, j'arrête le nucléaire. J'annonce que j'arrête le nucléaire. Et, ajoute-t-elle, et bien entendu, je compte sur vous pour fermer Fessenheim. Hallucinant. Et là, Fillon est complètement pris. Il dit rien, il est complètement... Et c'est moi qui dis, mais madame la chancelière, nous sommes encore un État souverain. Oui, mais c'est très près de la frontière. Je dis oui, mais on est un État souverain. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Il s'est passé qu'on a été battu, qu'Hollande a pris la décision de fermer Fessenheim, et que Macron a fermé Fessenheim. Et Le Cornu, à l'époque, était le patron des collectivités locales ou autres. C'est lui qui ferme Fessenheim. Vous vous rendez compte? Et qui se réclame de Mesmer. Capitulation en race campagne. Attendez, le gars, il est Premier ministre, après avoir dit « je suis démissionnaire 10 fois », etc. Il est très habile. Hein. Il dit « je me réclame de Mesmer, c'est mon héros. Celui qui a fait le programme nucléaire français, c'était Mesmer. » Et il ferme Fessenheim. Et maintenant, on court comme des lapins derrière le truc en disant « on va refaire des centrales nucléaires ». Et on ne sait plus vraiment les faire
comme dans le temps avec on a inventé un jouet encore plus important qui s'appelle le PR, qui est très compliqué. On a multiplié les contrôles, très cher, très compliqué. On avait des centrales américaines au départ qu'on avait francisées, des PWR qui marchaient à eau légère, pressurisées, 1300 mégawatts, ça marchait très bien. On a construit 56. Qu'est-ce qu'on fait ? On a cassé tout ça. On a inventé un autre bidule qu'on a. Regardez Flamanville avec le retard que donc ça fait. Donc l'Union européenne, Pierre Lelouch, ça consiste à se coucher devant l'Allemagne. Je vous cite un fait. Si, je vous pose une question technique. Si le traité de l'Élysée, signé en 1963 entre le général de Gaulle, Charles de Gaulle, et le chancelier Konrad Adenauer, n'avait pas été torpillé par le chancelier, le chancelier suivant qui était Erhard, est-ce que ça aurait changé la donne aujourd'hui du fonctionnement de l'Union européenne ? Est-ce que du coup, avec ce traité de l'Élysée de 63, l'Union européenne aurait pris ses marques vis-à-vis des États-Unis et qu'on aurait pu constituer quelque chose de cohérent, d'efficace, où la France aurait continué à garder son rôle prépondérant ? Oui, ça c'était l'objectif du général de Gaulle et de Christian Fouché, qui était le négociateur. C'était le plan Fouché. Il faut un traité pour ça, donc ils sont conscients qu'il y a un risque de dépérissement. Oui, mais et Konrad Adenauer l'accepte. Il a été retoqué immédiatement au Bundestag à cause du poids des États-Unis. L'Allemagne, à l'époque, n'imaginait pas d'avenir hors des États-Unis. L'armée allemande, à l'époque, elle était sous contrôle d'un général américain. Les États-Unis sont intervenus via leur corps diplomatique ou la Maison-Blanche auprès du chancelier allemand Erhard pour torpiller le traité de l'Élysée. Avant même Erhard. Mais je dirais que toute la classe politique allemande à choisir entre le parapluie nucléaire américain et l'ombrelle française, ils ont toujours choisi le parapluie américain. Ce qui est en train de changer aujourd'hui, parce que là, ils ont compris le message quand même. Entre Obama et Trump surtout, ils ont compris que c'était fini. L'alliance atlantique de papa, c'est terminé. Donc là, qu'est-ce qu'ils font les Allemands ? Ils viennent d'investir, tenez-vous bien, 500 milliards d'euros dans la défense nationale allemande. Et quand Merz, le nouveau chancelier, dit on aura la première armée d'Europe, il aura la première armée d'Europe. Et nous, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le budget cette année en plus dans la défense ? On avait envisagé 3,5 milliards quand le Cornu était à la défense. 3,5 milliards qui devaient être financés, vous savez avec quoi ? Avec les 2 jours fériés qui auraient été supprimés. Et ça produisait les 3,5 milliards qu'on aurait mis dans le budget de défense. On les a même plus. Donc je ne sais même pas ce qu'ils vont mettre de plus dans le budget de défense. Et quand vous regardez la guerre d'Ukraine, où le président Macron fait le kéké du matin au soir en se présentant comme le leader de l'Europe militaire, mais vous savez que dans les livraisons d'armes et d'argent à l'Ukraine, nous venons tout à la fin du tableau au même niveau que le Danemark. On est bien d'accord. Le gros de l'argent, il vient d'Allemagne. Et puis donc, on est en train de vivre un basculement, c'est ce que je dis dans mon bouquin, un basculement terrible des rapports de force à l'intérieur de l'Europe. Et la guerre d'Ukraine est un accélérateur. On n'est pas seulement dépendant des États-Unis sur le plan militaire, comment on s'est soumis, on est aussi un deuxième stade dépendant de l'autorité allemande. Nous, on a réussi à rester à peu près indépendants sur le plan militaire, mais avec une armée réduite, une armée d'intervention extérieure. On n'est pas du tout organisé pour revenir à une défense européenne. On va apporter face à une guerre de très haute intensité. On va aborder un autre volet de notre histoire contemporaine. Je voudrais vous faire écouter une célèbre citation. Certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Cette phrase historique, qui a défrayé, j'allais dire, toutes les polémiques possibles, elle est située dans le temps, au moment de la guerre des 6 jours. Il y a eu 2 avis sur cette phrase. Le général de Gaulle, bien entendu, est solidaire de la cause israélienne, mais il doit ménager les relations entre la France et les pays arabes. On va parler du rôle de la France, pays arabes. D'autres vous disent non, c'est une phrase carrément antisémite. Vous êtes juif, vous êtes gaulliste. Est-ce que cette phrase vous a dérangé ? Est-ce que vous voulez la resituer ? Est-ce que vous pouvez me donner la définition de Pierre Lelouch sur cette phrase historique qui a fait couler autant d'encre ? D'abord, moi j'ai la chance d'avoir une origine mixte, puisque ma mère est au départ catholique, donc j'ai été élevé avec toutes ces cultures-là, la culture juive, la culture catho,
Elle était née à Trapani, ici même. Oui, on parlait italien, français, et ils parlaient entre eux arabe. Donc, je crois connaître un tout petit peu le sujet. C'est pour ça que je me permets de vous poser la question de façon si directe, Pierre Lelouch. Bon, ce qui se passe, c'est que De Gaulle, en 67, il veut une politique arabe. Il s'est aperçu, en arrivant, que les socialistes avaient été très loin dans la coopération avec Israël. Rappelez-vous, Suez, Guy Mollet, et puis transfert d'armement très important. Les premiers Mirages, les vautours à l'époque, les Mirages ont été testés en tas de guerre avec les Israéliens. Il y avait bureau d'études et était entre Paris et Tel Aviv. C'est ce qui permet de gagner la guerre de 6 jours. Les Mirages sont déterminants. Et puis la bombe atomique, quand même. Il y a eu un transfert à Dimona de technologie nucléaire. Donc, De Gaulle arrive là, et puis il y a la rupture avec le monde arabe, l'Algérie, l'Égypte. De Gaulle comprend qu'il faut que la France reprenne pied dans le monde arabe, et il se sert de la guerre de 67 qui a été faite sans l'accord de la France, bombardement et l'ONU a plus forte raison. Pour dire que non, là, ça c'est trop loin, donc il change de pied. Il commence alors la séquence de la politique arabe. Peuple d'élite sûr de lui du temps des pogroms en Ukraine, on peut en douter. C'est la question que je me pose ici. Dominateur sur qui, depuis la destruction du temple. C'est le fond de ma question. Les Juifs, à quoi fait-il allusion? À Salomon et à David? Je veux bien, ça remonte à un certain temps quand même. Je pense que, de toute façon, ça fait partie de la rhétorique du Ou alors il est admiratif, j'allais dire, de l'énergie du peuple juif, de la culture juive, de cette détermination, malgré les souffrances. Il avait des relations. Il y a eu des livres entiers sur De Gaulle et les Juifs et Lévi Eshkol, etc. Mais le monde. Lévi Eshkol, qui était Premier ministre d'Israël au moment de la guerre des 6 jours. Voilà. Et le monde a profondément changé depuis. Et malheureusement, si vous regardez les choses aujourd'hui, c'est la gauche qui retrouve le virus antisémite. Déguisé derrière l'antisionisme. Aujourd'hui, on peut être ouvertement anti-juif avec la bonne conscience de le faire au nom de la lutte antiraciste et pour la lutte pour la cause palestinienne. C'est ça qui est tragique. On a vu cette semaine à Paris 8 une réunion d'étudiants avec un podium où on exaltait les attentats du 7 octobre, le massacre de populations civiles, la guerre à Gaza, au nom de la lutte pour l'État palestinien. Donc c'était complètement antisémite. Tout à fait. Et le recteur de l'académie n'a rien dit, le directeur de Paris 8 n'a rien dit. Il a été vaguement convoqué par le ministre de l'enseignement supérieur. Enfin, il s'est rien passé. Qui aurait pu croire, il y a 15 ou 20 ans, que ce genre de propos, que des affiches morts aux Juifs et que certains discours de la gauche française puisse atteindre un tel niveau d'aberration. Je vous cite la phrase d'Eli Barnavi, ambassadeur d'Israël en France, intellectuel, historien, un homme profondément respectable. Il est meurtri par la tragédie de Gaza. Le 7 octobre est la pire abomination survenue contre les Juifs depuis la Shoah. Dans le contexte, c'est résumé sur le temps, voilà. Mais la signification est ignoble. Et il dit, nous sommes en train de commettre, dans la réponse nécessaire, la guerre a duré quelques jours, ensuite c'est plus la guerre, c'est une opération de police. Il dit aujourd'hui, c'est une opération politicienne menée par Netanyahou pour se maintenir au pouvoir. On est au crime de guerre, ce qui peut arriver dans une guerre, admettons, mais là nous sommes en train de basculer au crime contre l'humanité caractérisé par Tsahal. Est-ce que c'est une phrase qui vous heurte? Il est allé trop loin, ou il peut y avoir à un moment donné? Il est allé trop loin, surtout dans le piège qu'avait organisé, ourdi Yahya Sinwar. Il faut rappeler que Sinwar a passé 20 ans en prison en Israël, donc il parlait hébreu, connaissait par cœur les Israéliens. Une attaque de cet ordre, téléguidée, le patron du Hamas, politique et militaire, une opération comme celle-là, téléguidée depuis Téhéran, parce qu'en réalité tout ça c'est depuis 30 ans, l'Iran a organisé une stratégie de la pieuvre pour étouffer Israël. On en reparle dans 2 minutes. Nous sommes avec Pierre Lelouch jusqu'à 14h, ce qui vous laisse largement le temps de nous appeler au 0826 300 300, comme Roland, à qui nous donnons la parole dans un petit instant. 0826 300 300, à tout de suite. On a encore une demi-heure. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Et nous sommes avec Pierre Lelouch et nous étions en train de discuter de la tragédie de Gaza. Vous racontiez, Pierre Lelouch, une anecdote avec Sinwar. Sinwar
Sa stratégie, d'abord, il est pas un nationaliste palestinien, c'est un islamiste. Lui, ce qu'il veut, c'est la création, ce qu'il voulait, c'est la création d'un califat islamique sur cette zone, sur la zone du Levant. Et sur la zone qui a été découpée à l'époque, il y a plus de 100 ans, par les Français et les Britanniques. En évacuant Israël complètement, en détruisant, en éradiquant Israël. Bien sûr. Il faut lire sa charte pour comprendre ça. Donc la stratégie de Sinwar, c'était d'amener les Israéliens dans ce piège de la riposte, dans cette conurbation de 2 millions de personnes, sur un tout petit territoire. Moi, j'y suis allé à Gaza, c'est très très tendu sur le plan... Donc, il a construit avec l'argent du Qatar une ville souterraine, militaire, une base militaire souterraine sur des centaines de kilomètres. Donc, c'était imprenable. Amener les Israéliens à bombarder, c'était le piège absolu, sachant que plus il y avait de morts palestiniens, plus Israël perdait. Et surtout s'ils étaient relayés par la BBC, surtout Al Jazeera, et on voit le jeu trouble et très intéressant du Qatar, qui a à la fois Al Jazeera, une base américaine qui sert de médiateur, et qui a financé tout ça. Donc c'est très très intéressant. D'où le bombardement du Qatar par l'aviation israélienne il y a quelques jours. Netanyahou, il est tombé dans ce piège massivement. Et en plus, il était responsable de la défaite du premier jour du 7 octobre. C'est lui qui avait dégarni la protection. Bien sûr. C'est lui qui avait mis ce mur électronique à la place de soldats. Il a mis les soldats en Cisjordanie. Enfin, il est comptable de tout ça. Et il sera comptable de tout ça. Sauf qu'il s'est ensuite rattrapé en détruisant le Hezbollah, que le fait que les Russes étaient occupés par l'Ukraine a fait que ça a accéléré la chute de Bachar el-Assad en Syrie. Et la carte a évolué dans le bon sens, y compris avec les bombardements sur les installations iraniennes. Et donc aujourd'hui, Netanyahou est plus fort, optiquement plus fort, mais fondamentalement faible, parce que cette affaire de Gaza a coûté un isolement international pour l'État juif sans précédent et a déclenché un antisémitisme mondialisé qui fait que si vous êtes juif en Australie ou en Patagonie, vous serez responsable au nom avec, encore une fois, la bonne conscience en plus, puisque vous serez responsable d'un crime contre l'humanité. On va aborder cette question. Pour l'instant, nous avons Roland qui nous appelle de Saint-Étienne. Bonjour Roland. Est-ce que vous avez une... Bonjour Perico, bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour, est-ce que vous avez Roland. envie de poser une question à Pierre Lellouche ? Alors peut-être pas une question, mais peut-être faire un constat. Et je trouve Monsieur le Ministre Pierre Lellouche excellent. C'est tellement pointu en politique internationale qu'on peut écouter et être d'accord. Mais moi, je veux revenir vraiment sur la question initiale de savoir si la France était en déshérence. Malheureusement, ça ne me fait pas plaisir de le dire, mais oui, quand vous savez, Emmanuel Macron a échoué dans la politique intérieure, donc maintenant il échoue dans la politique extérieure. Quand Emmanuel Macron décide à la surprise générale de créer un État de Palestine, ça retarde la libération des otages. Tout le monde l'a dit, mais il l'a quand même fait. Et c'est quelque chose qui nous a encore plus isolés sur la scène internationale. Cerise sur le gâteau, on a quand même Jean-Noël Barrot quelques jours plus tard, il se félicite en disant « Ah bah oui, c'est grâce à la France, c'est grâce à la volonté du président de la République à New York que la libération des otages a pu avoir lieu. » Donc ça déjà, c'est quelque chose qui est étonnant, mais vous savez, cher Perico, dans la Macronie, plus rien ne m'échappe. Mais quand vous voyez Emmanuel Macron sur l'Ukraine, il n'y arrive pas. Et Volodymyr Zelensky a très bien compris qu'au sein de l'Union européenne, il valait mieux peut-être avoir comme interlocuteur le chancelier allemand que le président de la République. Peut-être que Pierre Lellouche peut peut-être infirmer ou pas ce que je pense. Mais oui. Moi vraiment, c'est vraiment ce que je pense, Pierre Lellouche. On lui pose la question, et est-ce que la demande de la création d'un État palestinien a semé le trouble dans le processus de paix? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Emmanuel Macron a compris qu'il n'a plus le pouvoir à l'intérieur depuis sa dissolution. Donc il se rabat pour exister, parce que c'est un narcissique total, vous comprenez? Donc son truc, c'est d'être au centre de la photo. La seule chose qui lui reste, c'est ce fameux domaine réservé, qui en fait n'existe pas dans la Constitution, mais bon. Donc il s'est jeté sur les affaires internationales, il passe son temps à l'étranger d'ailleurs, ou à organiser des sommets. On est dans la diplomatie hôtelière, on multiplie les sommets, encore les sommets à Paris. On voyage beaucoup. Et il y a deux sujets sur la table qui sont majeurs aujourd'hui, principaux, deux guerres, Gaza et l'Ukraine, et dans les deux cas, il se propulse à l'avant comme étant l'architecte de la paix.
Alors à Gaza, c'est assez drôle. Puis c'est vraiment vis-à-vis de Trump qui se moque de lui en permanence, d'ailleurs. Oui, gentiment, mais il se moque de lui. C'est vraiment l'histoire de la mouche et le coche. C'est la fable de La Fontaine. La carriole a du mal à grimper la colline, les gens descendent, ils poussent, etc. Mais il y a une mouche qui se balade et qui c'est moi. Qui pique les fesses du cheval, se disant c'est grâce à moi qu'ils sont arrivés. C'est grâce à moi, voilà. Donc là, c'est le plan de paix à Gaza, mais c'est nous qui l'avons influencé, c'est l'initiative franco-saoudienne, alors que ça n'a absolument rien à voir, c'est même l'approche inverse. La ficelle est un peu grossière, mais enfin bon. Mais bon, peu de gens sont d'un côté, on met en avant l'État palestinien comme la condition de départ, les autres disent non, pas du tout. La condition de départ, c'est de donner un emploi à ces gens, de leur donner un autre avenir, et vous verrez, on va créer une situation politique nouvelle. Et il se trouve que la méthode envisagée à Gaza, qui vise à développer le territoire, on s'est beaucoup moqué de Trump avec son histoire de Riviera. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils essayent de faire ? Ils essayent de mettre de l'argent, d'organiser un gouvernement international, un protectorat international pendant quelques années, et permettre à ce peuple de vivre autrement que confiné dans une situation de réfugié sans espoir dans une prison à ciel ouvert. Et je pense que c'est la bonne façon de faire, mais ça n'a rien à voir avec ce que disait Macron. Idem sur l'Ukraine. Sur l'Ukraine, et là je renvoie à mon livre, notre ami Macron commence par dire il faut respecter les intérêts de la Russie. On se souvient de l'entrevue à la Grande Table, vous vous souvenez ? Donc jusqu'au mois de mai, après même l'intervention russe, l'invasion russe, continue à dire il faut parler aux Russes. Et d'ailleurs, il a raison. Il faut parler aux Russes. À un moment, il va falloir faire la paix, et après, il va falloir continuer à vivre avec ce pays qui ne va pas déménager. Vous convenez que les commentaires actuels sont très loin de ce qu'on entendait en février 2022. Alors donc, il est passé de ça au avril-mai 2022 à un an plus tard la tête du mouvement, le parti de on va gagner cette guerre. Au point de suggérer qu'on aille au sol à un moment donné. Bien sûr, en février de l'année dernière, il dit on va aller au sol, et il recommence cette année en disant bon, finalement c'est pas pendant la guerre, c'est après la guerre. Donc il invente ce truc qui s'appelle la coalition des volontaires où personne veut aller, certainement pas les Allemands. Personne n'a envie de mettre des soldats occidentaux à l'intérieur de l'Ukraine, certainement pas les Américains, et personne en Europe. Personne. Est-ce qu'il s'avance ce jour-là avant d'avoir consulté les autres États européens ? Probablement. Il a consulté l'anglais. Oui. Avec les Anglais qui sont également fauchés, comme nous. Voilà. Il reste la bombe atomique, donc on dit on va faire une coopération nucléaire, une dissuasion nucléaire. Mais le fond du sujet, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'on fait avec l'Ukraine. Ce qui est intéressant aujourd'hui, ça c'est le résultat de Trump, c'est que Zelensky accepte l'idée d'un partage le long de la ligne de front. Inenvisageable il y a 6 mois. Allez. Hors de question. Nous, on continue à dire jusqu'au bout, la guerre on lâche rien. On lâche rien. Ah oui, sauf que la note du boucher, comme dit un chroniqueur américain, la note du boucher, c'est les Ukrainiens qui la payent. Voilà, c'est Nicolas qui va payer la note des bouchers. Les gens qui meurent sont pas les nôtres. Donc là, les Russes sont en train de demander beaucoup trop d'ailleurs, et Trump résiste. Donc il y a une négociation américano-russe à distance, mais d'ores et déjà, c'est ce que j'ai écrit dans mon bouquin, à la fin ça se termine sur la ligne de partage, avec probablement quelque chose qui ressemblera à la Corée, c'est-à-dire une zone démilitarisée, avec des forces d'intervention qui ne seront pas européennes, qui seront peut-être turques, peut-être indonésiennes, indiennes, mais qui seront entre les deux pour garantir la paix. Et puis, on va essayer de reconstruire l'Ukraine, la rapprocher de l'Union européenne sans la faire rentrer dedans, parce qu'ils sont incapables. Autre mensonge, vaste plaisanterie, faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne aujourd'hui, c'est définitivement finir avec la PAC, avec les fonds structurels et tout le reste. Il faudra du temps. Et ça sera compliqué, parce que l'Ukraine, c'est un pays extrêmement complexe et divisé. L'ouest de l'Ukraine est très très anti-russe. Donc, pour vous donner une idée... Mais l'Est est russophone. On continue avec vous. Restez avec nous, on continue la conversation avec Pierre Lellouche qui décrypte la situation en Ukraine. Nous sommes avec Pierre Lellouche et nous décryptons la situation internationale dans laquelle la France a de plus en plus le mal à jouer un rôle important. Pierre Lellouche, si je déduis ce que vous venez de dire, il aurait mieux fallu négocier
avec Poutine et Zelensky quand ils avaient les accords d'Ankara en Turquie en 2022, en avril 2022, le résultat de ces négociations aurait été bien plus avantageux pour l'Ukraine que ce qu'ils vont essayer de sauver aujourd'hui. Oui, bien sûr, puisque le rapport de force a évolué dans le mauvais sens. Mais bon, à l'époque, il y a des gens qui ont voulu saboter la négociation, notamment le Boris Johnson, qui est allé à Kiev expliquer à Zelensky qu'il fallait pas céder. Qu'il quitter le coup qu'on arrivait. Et c'est le moment où l'administration Biden change, puisque jusqu'en avril, ils étaient pas du tout sur un engagement militaire d'aucune sorte, uniquement les sanctions économiques. Mais devant la déroute de l'armée russe devant Kiev et son repli, les Américains ont commencé à dire peut-être que là on peut les saigner à blanc et leur donner une leçon. Et le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, à l'époque, dit on va leur montrer qu'il faut jamais recommencer ça. Donc là commence l'aide militaire, et puis on rentre dans ce processus où au début ça se passe bien, puis ça se passe de moins en moins bien, puis après arrivent les drones et on arrive à cette situation de guerre des tranchées bloquée où les Russes grignotent au prix d'énormes pertes. Mais bon, tout ça est absolument... Et puis le carteron des généraux français à la retraite, qui sur les plateaux télé suggère que l'on envoie nos enfants... pathétique. Et quand j'entends que le chef d'état-major des armées dire qu'on va être en guerre avec les Russes dans 3 ou 4 ans, je me dis, mais là, il y a vraiment un bug dans le système, parce que si c'est le cas, alors il faut tout changer dans le budget qui est en ce moment en train d'être négocié. Si on est en guerre dans 4 ans, il y a intérêt à changer les... Alors là, il n'y a plus de sécu, plus rien, tout l'argent va dans la défense, et on fait à l'allemande 500 milliards pour être prêt dans 3 ans. Pour autant, on aura la puissance nucléaire et la force de frappe. Non, si les Européens, attendez, soyons clairs, si 3 ou 4 pays européens, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Italie s'organisent pour produire une vraie armée, chacun ensemble, et on sait travailler ensemble. Les Russes, regardez à quelles difficultés ils ont pour gagner quelques kilomètres en Ukraine. Donc les mêmes qui disent les Russes sont en train de perdre en Ukraine, vous disent en même temps qu'on va être en guerre avec eux dans 4 ans. Je comprends pas. Ils perdent sur le conventionnel, mais sur le stratégique, non, ça serait évidemment... Mais pour revenir à la question fondamentale de votre émission, nous sommes en réalité en train de vivre un moment clé et grave de potentiel effacement de la civilisation européenne et de l'Europe. Pas seulement française. Voilà. Oui, c'est l'Occident qui est en train de dépérir. Les Chinois considèrent que entre 1839 et 1949, ils ont vécu le siècle de l'humiliation. Aujourd'hui, ils veulent se venger. Les Américains resteront très puissants. Notre problème, c'est est-ce qu'on va être effacé de l'histoire dans ce siècle, ou bien est-ce qu'on va être capable de trouver les ressources pour exister encore technologiquement, militairement, démographiquement, et tous les voyants sont mauvais. Emmanuel Todd est sur votre théorie. Mais ce qui m'inquiète, c'est on est entré dans un siècle d'effacement européen, sauf si on arrive à remettre de l'ordre, à commencer par la France. Alors, je vous cite une phrase que vous connaissez très bien. Il faut lutter contre toute immigration nouvelle. À 4 200 000 étrangers en France, ce n'est plus possible. Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde. La France doit rester ce qu'elle est, une terre d'asile. Sous-entendu, pas un pays où l'on vient habiter à sa guise. Nous sommes le 3 décembre 1989. Cette phrase n'est pas celle d'un fasciste, d'un raciste ou d'un responsable à l'époque du Front National, mais de Michel Rocard, Premier ministre de la République française. Elle fait suite à une déclaration en 1991 de Valéry Giscard d'Estaing qui parlait d'invasion. Est-ce qu'aujourd'hui la situation de l'immigration en France, et nous parlons vous et moi en républicains respectueux des droits de l'homme et de l'image de la France, est un problème qui peut mettre la cohésion nationale aujourd'hui? Républicain, la première mission d'un républicain, c'est d'assurer la sécurité du pays, donc le contrôle des frontières. Or, c'est du grand n'importe quoi. Et de recevoir dignement les gens qui viennent. Bien sûr, mais je veux dire, on a quand même il n'y a pas une espèce de droit consacré dans le droit international de s'installer partout où l'on veut. Ça n'existe pas. C'est pas ça la Révolution française. Au contraire, il y avait très peu d'immigrés dans la Révolution française et ils s'en méfiaient. Non. Le droit du sol a été fait uniquement justement pour protéger contre les immigrés qui seraient venus bien sûr. des pays étrangers. Tout ça on a raconté un autre film sur la tradition soi-disant migratoire de la France, mais la vérité c'est qu'on ne contrôle plus rien. L'année dernière, on est passé même jusqu'à 700 000 entrées en France. 700 000 entrées en France. Vous vous rendez compte, on a accueilli 150 000 Afghans. Vous savez que, je vous disais, j'étais en charge de ces choses, et donc les Afghans, je connais un peu.
quand vous voyez que c'est un pays détruit depuis 40 ans et que les jeunes Afghans, c'est pas les filles qui viennent, les filles malheureusement en burqa dans les coffres de voiture, celles-là n'arrivent pas jusqu'en France. Ce qui arrive en France sont des jeunes mâles qui descendent de leur montagne, qui sont parfaitement illettrés, ils savent rien, et on les débarque dans les rues de Paris et on leur donne un statut de réfugié politique. Mais bon, c'est de la folie, quoi. Il y a aujourd'hui 20 pays européens qui veulent changer ça, qui ont écrit à la Commission, la France non. Donc on continue à être dans le monde des bisounours. L'immigration est en train de changer ce pays profondément. Un habitant de la France aujourd'hui sur 3 est d'origine étrangère. 1 sur 3. 1 sur 3. 1 sur 3. Est d'origine étrangère. Et l'essentiel de ces origines, c'est l'Afrique du Nord, l'Afrique noire et à majorité musulmane. Donc le pays est en train de changer. Question, est-ce qu'on s'en fout? On n'en est pas en remplacement quand même, la phrase de Camus. Non, on est en train de changer de peuple. D'accord. C'est pas de remplacer, on change de peuple. À mesure que les Blancs meurent, ils sont remplacés, en effet, par des générations beaucoup plus jeunes qui arrivent, qui font des enfants en France, et ça donne un changement de peuple. C'est la créolisation dont se félicite Jean-Luc Mélenchon. Certains s'en félicitent, des éminents personnages comme M. Héran, par exemple, les faux démographes du système, plus M. Mélenchon dit c'est formidable, on a besoin de main-d'œuvre, et en plus ça enrichit la créolisation, les religions, tout ça c'est formidable, ça fait un brassé. On nous explique que ça a toujours été comme ça, c'est pas vrai. Il y avait l'intégration républicaine par l'école, elle ne fonctionne plus. Bien sûr, ça n'a jamais été comme ça. Ça n'a jamais été comme ça, tout simplement parce qu'il n'y avait pas 25% ou 20 ou 25% de musulmans en France, et que c'est la seule religion qui, en fait, soit en essor par rapport aux autres. Donc, le pays est en train de changer. Est-ce que c'est changer dans la bonne direction ou pas? Moi, j'ai vraiment une grande inquiétude sur le fait que ça ne fabrique pas une nation. Ça fabrique des gens qui arrivent avec leur culture, avec leur religion, et dont l'histoire de France commence au jour de leur arrivée. Donc le communautarisme à l'anglo-saxonne. Bien sûr, mais ils ne connaissent pas, et à la limite, ils se foutent bien de l'histoire de France depuis 2000 ans. C'est pas leur sujet. Leur sujet, c'est d'essayer de vivre mieux dans un pays d'accueil, où il y a de la santé gratuite, où il y a des logements gratuits, toutes choses dont ils peuvent rêver en Algérie, ils les auront jamais. Donc on a des contingents de clandestins qui sont considérables. Monsieur Nounès, hier, j'entendais son interview chez Sonia Mabrouk, il avait du mal à reconnaître qu'il y a quand même entre 700 et 900 000 clandestins en France, la moitié étant à l'AME, c'est-à-dire à une couverture médicale gratuite, ce qui n'est même pas gratuite d'ailleurs pour les citoyens français, puisqu'il y a toujours des restes à charge, des mutuelles, etc. Si vous arrivez de n'importe où dans le monde, vous venez en France, la santé est gratuite. C'est quand même extraordinaire. Bon, ensuite, des aides au logement, etc. Donc, la première des choses à faire, c'est de reprendre le contrôle de l'immigration. Et ça impliquera des choix extrêmement durs, modifier la Constitution, est-ce qu'on fait avec le Conseil de l'Europe ou pas, la CEDH. Ça, ce sont les sujets que par lâcheté, personne n'a voulu traîner jusqu'à présent. Je pense que les Français constituent un peuple mature qui prendra conscience des réalités. Il y a intérêt à le faire avant que ça se termine mal, et que, à force de vivre à côté de communautés, ça se termine par des conflits entre communautés. C'est ça qu'ils cherchent d'ailleurs, un certain nombre de gens. Pierre Lellouche, merci d'être venu. Votre témoignage a été très important. Vous reviendrez parce qu'on aura besoin de vos expériences pour décrypter. Je engage à lire votre dernier livre, Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde, chez Odile Jacob, publié en 202024, où vous décryptez. Et qui sort en poche en début d'année prochaine. Je suis en train de retravailler la postface ces jours-ci. Merci Pierre Lellouche. À très bientôt. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur nos plateformes, sur sudradio.fr, Spotify, Deezer, YouTube. N'hésitez pas à vous abonner au passage. Et tout de suite, Brigitte Lahaie. À bientôt. Sud Radio. Sud Radio.